Retour sur le plateau TV d'Equipa pour un Retail 360 degrés consacré à la vision du CMD, du Cercle du Marketing Direct. Le commerce en ligne a vu le jour avec une nouvelle race de commerçants sans magasin, sans stock ou sans produits parfois, qui ont rapidement pris des parts de marché au réseau physique et aux commerçants traditionnels. Avec quelques lenteurs, il faut bien le dire, et quelques réticences, les commerçants dits traditionnels ont réagi, se sont mis en mode réaction et ils se sont engagés dans cette brèche pour d'abord colmater la fuite ou les fuites et puis ensuite pour gagner de nouvelles parts de marché. On est dans le marketing du magasin transformé par le digital. C'est la thématique de cette émission et c'est pour ça que j'ai invité Gaëlle Duvet qui est directrice générale de Néo Marketing et qui est membre du bureau organisateur du Cercle du Marketing Direct pour la région Nord, une belle région pour le marketing direct, on peut le dire. Face à elle, il y a Bérangère Lambollet qui est directrice marketing, communication et digital de Bricoman, là aussi c'est le Nord, le groupe ADO qui pour les marques de bricolage regroupe, si je ne m'abuse, Bricoman, Leroy Merlin et Weldom en franchise. Et puis à l'autre bout de la table, Didier Farge qui est le président du syndicat national de la communication directe, qui est aussi le DG de Connexence, qui est une société spécialisée dans la gestion de bases de données. Dans le Nord aussi. Dans le Nord aussi, voilà, 3 nordistes et un sudiste parce que moi je viens de Marseille. Donc vous voyez, on est vraiment à l'opposé, mais je suis sûr qu'on va se réunir et se retrouver sur plein de sujets. Donc la question c'est bien, le marketing du magasin s'est transformé pour réagir. Alors c'est ma première question. On agit ou on réagit par rapport à ce que les pure players nous ont imposé, ou vous ont imposé? Moi, je pense qu'on réagit surtout aujourd'hui, du moins, sur ce qu'on peut constater au niveau du marché et au niveau de ce qui se passe, en tout cas en France. On est plutôt sur de la réaction. En fait, par rapport à ce qu'on a pu voir à l'extérieur, à l'international, le développement arrive rapidement en France au niveau des pure players. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la réaction avant que des phénomènes ne puissent se produire ici sur le marché. Monsieur Farge, votre avis sur cette question? J'ai l'impression qu'on est véritablement en train de rentrer dans cette période du commerce connecté où on va moins parler de e-commerce, on va moins parler de commerce magasin et on va parler du client qui va préparer ses achats parfois sur Internet, parfois en magasin et utiliser tous ces canaux pour finalement acheter quel que soit le canal. Bérangère Lambollet, alors le groupe ADO, donc je le disais, Leroy Merlin, Weldom et Bricoman que vous représentez, c'est un groupe que je connais un petit peu, mais c'est un groupe qui était quand même assis sur, entre guillemets, ses certitudes, même s'il avait utilisé les canaux digitaux, puisqu'on se souvient des campagnes il y a une quinzaine d'années de Leroy Merlin, donc la télé c'était quand même un canal digital, quoi qu'on en dise. Vous avez eu obligation de réagir face à des pure players qui venaient vous concurrencer ou pas? Par rapport à ADO, vous savez, c'est un groupe relativement discret, c'est un grand fleuron de la distribution française et qui communique relativement peu, donc je dirais peu d'éléments sur la stratégie du groupe. Par contre, de façon plus globale, par rapport à mon point de vue personnel, je pense qu'effectivement, pendant des années, la distribution, puisque moi je suis une retaileuse dans l'âme depuis un paquet d'années, longtemps la distribution a été effectivement en réaction, parce qu'elle subissait un petit peu l'invasion de tous ces pure players. Et aujourd'hui, par contre, elle est en train de prendre de l'avance parce que l'intégration du click and mortar à travers le cross-canal aujourd'hui est une réelle avance par rapport à des pure players qui n'ont pas de magasin physique quelque part et qui en cherchent partout. Donc je pense que la distribution maintenant est en train de prendre de l'avance. Et quand elle a une bonne stratégie, qu'elle avance bien, oui. Alors chez Bricoman, effectivement, le cross-canal, c'est quelque chose qui va être important. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ces dernières années dans votre façon de commercer, fondamentalement? C'est le nombre, c'est la gestion des points de contact qui change beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, le client, on le voyait quelques fois au téléphone, un peu par courrier, mais surtout en magasin. Aujourd'hui, le même, on le voit un petit peu partout et il faut arriver à le pister et puis surtout à animer, à répondre à des besoins et attentes qui soient pertinents en fonction du canal et du moment où il se connecte ou quand il décide de venir voir vraiment les produits en magasin et de faire appel à un conseiller de vente
Et là, c'est pas forcément le même type d'information et le même type de commerce. Permettez-moi de reformuler, ça veut dire qu'avant, votre client, vous le connaissiez parce qu'il venait en magasin, qu'il avait une carte de fidélité, et stop. Avant, c'était facile. Avant, ça, c'était facile. Mais avant, c'était avant, effectivement. Monsieur Farge, sur justement ces points de contact qu'il faut multiplier aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on parle maintenant d'ailleurs d'un marketing des points de contact. Aujourd'hui, c'est fragmenté. Le client passe par, on les a comptés, 30 points de contact. On a fait une étude il y a 2 ans avec Mediapost et Popeye pour comprendre ce qui se passait, même pour des achats peu impliquants comme des produits capillaires ou pour des lunettes. Eh bien, on passe par 30 points de contact. Et d'ailleurs, demain sur ce plateau, on présente le SNCD avec Mediapost, une étude qui essaye de comprendre ce qui se passe avant l'achat pour un produit impliquant. C'est une machine à laver. Ouais, pour le gros électroménager. Le gros électroménager. Et on a pris un échantillon d'achats, d'acheteuses et d'acheteurs en magasin, d'acheteuses et d'acheteurs online. Qu'est-ce qui se passe avant? Et c'est la première fois, enfin on ne va pas faire la mission. Alors, on n'est pas là pour présenter les résultats. Mais qu'on compare effectivement les 2 parcours. Alors vous verrez, en fait, dans les 2 parcours, le magasin tient au moment de la réflexion à peu près la même place pour les acheteurs on que les acheteurs off. Ça veut dire que le conseil du vendeur, il est très important au moment où on prépare l'achat. Vous verrez aussi que pour les gens qui préparent leurs achats online, il y a plus de canaux utilisés. C'est plus compliqué. On cherche plus la bonne affaire quand on est un acheteur online. Mais ce sera demain la présentation. Ce qui est important, c'est que l'énergie, la recherche, on travaille beaucoup au SNCD, le syndicat de la communication directe, sur le parcours d'achat, pour essayer de comprendre. Et quand on voit les sommes d'argent qui sont dépensées par les marketeurs aujourd'hui et qu'on les met en face des canaux qui sont utiles pour mieux comprendre le comportement d'achat, on est atterré. Parce que c'est en décalage complet. Alors, en 2 mots, quels sont les canaux les plus utiles, finalement? C'est quoi le canal le plus utile pour un acheteur? Il n'y en a pas, ils sont tous utiles. Enfin, ça va vraiment dépendre du marché. Donc il n'y a pas de... Tous sont utiles, mais il y en a qui vont être surreprésentés, surpondérés, et d'autres pas. C'est sûr qu'on n'achète pas des parpaings chez Bricoman comme on achète de la lingerie chez Etam. Donc on ne va pas du tout faire le même parcours digital et physique en magasin, et on ne va pas du tout utiliser les canaux de la même façon. Je pense que c'est aussi la deuxième révolution, c'est que le marketing change beaucoup et qu'on devient avant un marketing assez global où la segmentation client suffisait. Et aujourd'hui, il y a un marketing de la donnée et surtout une donnée qui est énorme et justement ce qui permet après de trouver des cibles plus fines et du coup d'utiliser les canaux plus finement. Oui, Gaël, on est passé du marketing direct au marketing interactif. Oui, on parle de beaucoup de marketing relationnel en cross-canal et effectivement la donnée là-dessus, je vous rejoins complètement, est devenue le fer de lance d'un point de vue marketing, et à la fois sur notre manière de communiquer et également la manière de commercer. De toute façon, nous, ce qu'on peut voir notamment au travers de nos visites sur les salons à l'étranger, donc là je parle vraiment avec ma casquette cercle du marketing direct, Didier avec le SNCD pourra vous en dire tout autant, où on passe beaucoup de temps justement à aller voir un petit peu ce qui peut se passer à l'étranger, à visiter ces magasins, à voir ces expérimentations, et on voit que tout le monde cherche à toucher mieux, plus finement le client, et la donnée aujourd'hui elle n'est plus non seulement sur notre manière de communiquer, elle est aussi au travers de ce qu'on va pouvoir récupérer au travers des contacts physiques. Et même si le client aujourd'hui est à la recherche d'un meilleur prix, il est aussi à la recherche d'un service différent, valorisant par les points de contact physiques. Donc si je fais un petit point d'arrêt là, à ce moment de la discussion, vous me dites le nerf de la guerre, c'est la data. Le nerf de la guerre, je ne sais pas si on entend, le nerf de la guerre, c'est la connaissance client. La connaissance client, elle passe par la compréhension de ce qui se passe à chaque point de contact. Chaque point de contact, tout à l'heure vous avez posé la question, en fait un élément de réponse, c'est que les points de contact n'ont pas la même importance si on est en amont de l'achat et si on est juste en train de se renseigner. Et là, peut-être que le digital a une vraie importance.
ou si on est en train de comparer les prix, là aussi digital a une importance. Mais après, il y a le bouche à oreille, il y a le conseil du vendeur en magasin. Tous ces points de contact sont autant d'occasions pour la marque de parler, de se faire entendre avant l'achat. On est dans un marketing de la data avant l'achat, par la compréhension de ce qu'on appelle le consumer journey, là, le tunnel qui précède l'achat. Mais on est aussi dans un marketing de la data après l'achat. Combien de clients, combien de commerçants aujourd'hui disent merci et profitent de l'occasion de l'achat pour dire merci à leurs clients et évidemment de leur proposer une occasion de revenir, un produit, une offre. Et donc là, on rentre dans une deuxième partie, une scénarisation de la relation client après l'achat. Et tout ça, ça se fait avec aujourd'hui des outils, de la connaissance et des data. Chez Bricoman, comment on communique, comment on scénarise effectivement la relation client? Alors aujourd'hui, on n'est pas forcément ceux qui sommes les plus en avance, même si on y travaille beaucoup. En fait, l'enseigne est en train de se repositionner complètement et de changer de positionnement stratégique. Donc on est... quelque part, c'est une grande opportunité, c'est-à-dire qu'on change tout et qu'on remet à plat nos outils et nos bases de données. Donc aujourd'hui, les premiers prémices, c'est de pouvoir offrir un service maximum cross-canal avec du click and collect. Ça paraît simple, mais en bricolage, il y a peu de sites qui sont click and collect. En faisant aussi, on va offrir d'ici 3 mois sur l'intégralité du réseau du drive en moins de 2 heures. Donc vous pouvez commander votre semis de parpaing. Enfin, j'exagère, ça serait bien si à chaque fois c'était des semis, mais vous pourrez l'avoir soit livré sur chantier, soit prêt dans votre magasin. Donc c'est déjà par des petites briques, et puis au fur et à mesure, après, on va entamer une vraie... Alors ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train de remettre un petit peu à plat l'organisation, enfin en tout cas de vous repositionner sur le marché. Alors quels moyens, alors à moins que ce soit effectivement top secret, mais peut-être quelques informations sur les moyens humains et organisation, enfin et sur l'organisation que vous mettez en place, parce que ça change tout quand même. Enfin chez vous c'est un peu, comment dire, conseiller de vente, chef de rayon, chef de secteur, hein, c'est un peu une pyramide. Est-ce que ça change ? Ça ne la change pas parce qu'il y a une culture et un accompagnement au changement dans le groupe ADO et dans toutes ses filiales qui est très très fort. C'est un groupe qui a des valeurs humaines très fortes et qui ne sont pas des valeurs gadgets. Donc du coup, l'accompagnement, la formation, ce sont des choses qui sont vraiment des piliers. Des valeurs qui restent, ouais. Donc du coup, ça se passe avec de la formation, de l'accompagnement, des projets d'entreprise, de l'information interne, des blogs, des forums internes. Donc c'est très énergisant et dans un groupe comme celui-là, c'est plutôt comme un grand challenge positif que comme un gros stress. Après, ça dépend aussi de la culture d'entreprise. Donc, mais évidemment, il faut former, il y a des outils qui sont nouveaux, il faut les dédramatiser, vous admettez, je vous donne la parole Gaël dans un instant, vous admettez que si vous n'aviez rien fait, les pure players pouvaient vraiment vous grignoter et vous manger la laine sur le dos? Je prends l'exemple d'une perceuse. Voilà, une perceuse, vous voulez acheter une perceuse. Pourquoi aller chez Bricoman, acheter une perceuse alors qu'on peut la commander et l'avoir en 24 heures à la maison? Alors pour le bricoleur classique, standard, oui, à la rigueur, il sait ce qu'il veut, il peut l'acheter sur Amazon, hein, c'est aujourd'hui. L'artisan va demander des choses un petit peu plus professionnelles qu'on ne trouve pas forcément facilement chez les pure players, mais de façon globale, il faut absolument derrière, si on ne veut pas... pour parler familièrement, se faire manger la laine sur le dos, il faut être meilleur que les pure players. On ne sera jamais aussi... Donc ça veut dire qu'effectivement, si vous n'avez rien fait, si vous n'aviez rien fait, il y avait un risque. Il y a un risque, oui, oui. Alors pas sur toutes les catégories de produits. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on achète du parpaing facilement comme ça chez un pure player. Oui. Ça se vend, hein. Il y en a qui le font. Tout se vend sur Internet. Mais globalement, je pense que ça a poussé les distributeurs à être meilleurs, à mieux travailler, à se poser des vraies questions autour du client. Avant, la grande question chez les retailers, c'était combien j'achète. Aujourd'hui, c'est combien j'ai de clients, quoi. Donc, ça change beaucoup la donne et on passe de stratégies, je dirais, push à des stratégies pull qui sont aujourd'hui tirées par le client. Et je crois que c'est au bénéfice du métier, de la compétence, des équipes et je dirais de l'intérêt aussi du job parce que c'est super intéressant pour tout le monde. C'est un super challenge. Gaël, un commentaire.
Là-dessus, encore une fois, je vous rejoins assez. Parce qu'en fait, ce qu'on va trouver chez Bricoman, c'est peut-être une largeur et une profondeur de gamme qu'on ne trouvera pas chez un pure player qui finalement travaille sur tout type de produits. Et un métier de spécialiste aussi, avec des conseils qui sont inhérents. Je rejoins également Bérengère sur un point. On parlait tout à l'heure des changements organisationnels, ce que ça implique, etc. Et je trouve que vous avez bien répondu. Quand vous dites formation, information, culture d'entreprise, je pense que information et formation sont vraiment deux points à retenir, tout simplement parce que si on prend par exemple le métier du vendeur, qui forcément s'est énormément transformé sur les dernières années, je pense que je lisais un article il y a quelques temps qui disait que sur les 5 dernières années, le métier de vendeur n'avait jamais autant changé que sur les... Parlez plus près, mettez votre micro un peu plus près de votre bouche. Oui. Non, un peu au-dessus. Ici. Voilà, merci. Donc, je disais que le métier du vendeur avait plus changé sur les 5 dernières années que sur les 30 dernières. Oui. Donc, en termes d'implication, ça demande effectivement énormément de formation pour celui-ci. Et puis, imaginez un petit peu les changements pour des gens qui sont généralement payés avec des commissions, Ouais. etc. Il y avait effectivement un risque sur le drive ou sur le click and collect d'avoir finalement que des spécialistes du picking pour servir le client et ne plus avoir de conseils. Donc effectivement, c'est intéressant de revenir à ces valeurs et de dire qu'elles sont bien sûr existantes, qu'elles sont complémentaires, qu'elles s'inscrivent dans la chaîne de valeur de l'omnicanal. Et au-delà de ça, surtout donner des armes, entre guillemets, aux vendeurs pour pouvoir continuer à performer et pouvoir surtout bien et mieux servir son client en utilisant les technologies qui sont mises à sa disposition. C'est vrai qu'on voit des moments où le vendeur en fait, est moins expert que le client qui s'est renseigné avant sur le net, qui a été regarder les groupes de discussion, les comparateurs de prix. Donc du coup, le rôle du vendeur, il doit être hyper expert. Mais surtout, il doit avoir la connaissance de son propre client. Alors, il a une connaissance si le client est déjà venu, mais sur sa tablette, dans un magasin connecté, le vendeur doit avoir les informations du client lorsqu'il est déjà venu, voire même s'il n'est pas encore venu, avoir éventuellement des informations sur lui qu'il a obtenues ailleurs, de manière à personnaliser la relation. Et donc, on passe bien d'une logique, entre guillemets, e-commerce, qui est une logique d'audience, à une logique cross-canal, comme on dit maintenant, omni-cross, qui est une logique de connaissance client sur le point de vente. L'audience, le client. Et pour appuyer ce que vous voulez dire, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous montrer ce qu'on peut trouver comme outil digital dans un magasin. Je crois que c'est l'exemple des baskets. On a 2 exemples, baskets et cosmétiques. On va passer celui des baskets si la régie veut bien l'envoyer. Voilà, donc là, on a une expérience client en magasin. Ce qui évidemment n'enlève rien au rôle du vendeur, hein, c'est évident. Au contraire, c'est une étape formidablement, excitante pour le consommateur. Et il aura besoin à un moment donné de se rassurer et qu'on lui réaffirme la promesse qu'on lui fait avec l'outil digital. Hein. Au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, je trouve, c'est si jamais vous avez votre vendeur en magasin qui est occupé par une foule de clients, eh ben, on n'a pas des consommateurs qui sont dans l'attentisme, on a des gens qui peuvent prendre une première partie des renseignements, voire la totalité, et se retourner sur son vendeur pour dire effectivement, j'ai vu ça, est-ce que vous pouvez m'en dire plus et finalement utiliser le point du vendeur pour avoir le complément d'information. Mais en tout cas, le client n'est pas en attente que le vendeur ait terminé avec son précédent client. C'est le type d'outil que vous développez, que vous voudriez développer, vous, chez Bricoman ? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout, parce que ça ne marche pas. D'accord. Ah ben voilà, ça vaut le mérite d'être clair. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je pense que les gens... Alors ça ne marche pas dans la GMS même de façon globale. Ce ne sont pas des outils qui sont vraiment... ça dépend de l'objectif que, par exemple, avait... je crois que c'est la boutique Adidas, là où... ça dépend de l'objectif. Si c'était pour faire de l'image, donner un côté un peu high-tech, faire du buzz et autres, effectivement, ça marche. Après, sur du long terme, mettre ça dans des magasins et le rentabiliser et en faire un outil qui est vraiment au service du client, qui sert à quelque chose, c'est pas suffisant ou c'est trop gadget.
Les gens aujourd'hui, comme ils font justement un circuit multi-contact, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de planeurs comme celui-là qu'ils ont déjà utilisés sur le web. Donc ils le font tranquillou chez eux devant la télé sur leur canapé. Pourquoi ils vont s'embêter à se mettre... Regardez un autre exemple, ce coup-ci avec les cosmétiques, un autre exemple effectivement d'expérience magasin. Gaëlle? Oui, on peut aussi parler de Sephora qui a lancé des bornes olfactives dernièrement aux États-Unis. Après, il faut regarder un petit peu ce que ça peut donner, mais ce qui est intéressant dans le cas de l'olfactif, c'est qu'effectivement, au travers d'une toute petite série de questions, on va chercher à peaufiner un petit peu les intérêts de la cliente, sa recherche, et au travers d'un QR code, lui permettre de télécharger la fragrance qui paraît le mieux correspondre à ses attentes. Et ensuite, elle a la liberté de pouvoir la découvrir. Et on a parfois le choix entre une trentaine de parfums. Alors, les résultats, je ne les connais pas, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez récent chez Sephora. Ils le font également sur tout ce qui est produits de cosmétiques, etc. Alors disons qu'aujourd'hui, les seuls retours qu'on peut avoir, c'est au travers de la satisfaction des clients qui trouvent qu'effectivement, il y a eu un intérêt à utiliser l'application. On ne va peut-être pas forcément apporter un jugement définitif sur telle ou telle solution. Ce qui est certain, c'est que les expériences qu'on vit en magasin sont autant de points de contact et autant, je dirais, de points de liaison et de relations avec le vendeur, avec son retailer. Et autant d'occasions du retailer de mieux connaître son client pour lui dire merci, bon anniversaire, on ne s'est pas vu depuis 6 mois. Etc., etc. Alors, on va terminer cette émission en posant un terme un peu générique. On parlait du digital, du réseau physique. L'heure des digital players ça est arrivée. Donc, ceux qui sont aussi bien réseau physique que digital, que omnicanal. C'est ça, est-ce que ça résume bien ? La question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que les pure players ont raison de fonctionner comme ça? Est-ce que c'est eux qui vont ramasser la partie? Ou est-ce que c'est plutôt au travers de l'expérience des gens qui sont à la fois brick and mortar, mais aussi spécialistes du e-commerce? Là-dessus... Bérangère? Je vais faire mon petit côté provoque encore, mais c'est ce qui nourrit le débat. Mais il n'y a qu'à regarder les résultats économiques. Regardez les résultats économiques des pure players et ceux des click and mortar, vous verrez l'écart. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pure players qui soient vraiment très rentables, alors que quand vous mixez du cross-canal avec une multiplicité de points de contact, là, vous trouvez de la rentabilité. Donc, je dirais que... La fin des pure players à un moment donné? Quand je dis pure player, c'est vraiment pure player. C'est pas ce que j'ai dit. Hein, non, mais puisqu'on en débat, est-ce que finalement, c'est pas à un moment donné quelque chose d'un petit peu, superfétatoire. C'est-à-dire qu'on est allé vers ça parce que c'était le plus simple, sur son canapé avec sa tablette ou son PC. Est-ce qu'ils ont un avenir? Je ne sais pas si on a dit que... À un moment donné, on disait le magasin est mort. Après, on a dit le e-commerce est mort. Non, mais pardonnez-moi, je fais un aparté. C'est quand même pas marrant d'aller sur Internet, commander une paire de godasses, de la recevoir pour la renvoyer avec un truc et pour en recevoir une autre. Enfin, je veux dire, quelque part, il y a un parcours client là qui peut s'avérer complètement contre-productif. Et on ne voit pas, on ne touche pas à ce qu'on achète sur Internet. Non, mais quand vous interrogez, vous le verrez demain dans l'étude, quand vous interrogez les gens qui ont acheté sur Internet, bien sûr. Ils vont dans le magasin, ils adorent toucher le produit. Donc, il n'y a pas... le e-commerce devient du commerce connecté. Il faut toucher le produit à un moment donné, sauf sur des produits d'une très grande banalité. Mais donc, on arrive à un commerce avec un client qui a besoin de toucher les produits et de passer par tous ces points de contact. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et le seul commerce qui existe, c'est le commerce qui est rentable, comme vous l'avez très bien dit. Donc, c'est la partie qui est en train de se jouer. Merci Didier Farge, merci Bérangère Lambolet, merci Gaëlle Duvet, qui, je le rappelle, a décidé et a créé le logo des French Marketers. On les a vus hier, un très joli logo avec la Tour Eiffel. On dit aussi, on parlait de l'étranger, vous allez partir à San Diego la fin octobre pour aller voir un peu ce qui s'y passe. On est tous partenaires de French Marketers. Le CMD. Donc c'est une très belle initiative, il y a plusieurs associations et puis c'est le début d'une belle histoire de se mettre tous ensemble et d'aller... découvrir justement ceux qui parfois ont encore un petit peu d'avance dans le commerce connecté.
Merci d'avoir nourri la discussion de ce Retail 360 degrés, la vision du cercle du marketing direct. Merci à vous. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission.